Remercier également ceux et celles qui ne sont pas dans cette salle mais qui nous suivent par visioconférence et sont dans d'autres sites de cet SP. Vous remercier pour votre intérêt pour ces questions de pédagogie, de philosophie de l'éducation, pour ces questions effectivement autour du langage que nous utilisons habituellement quand nous parlons de ce qui se passe dans nos classes, dans l'école, dans l'ensemble du monde éducatif. J'ai particulièrement aimé dans l'introduction de Luc l'usage du mot critique parce que effectivement, si je n'ai pas écrit une critique de la raison pédagogique, c'est parce que ce titre avait déjà été pris, mais je l'aurais bien utilisé et que je me reconnais assez bien, sinon dans la totalité des affirmations, du moins dans l'inspiration de ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie critique, c'est-à-dire celle qui s'interroge sur ce que parler veut dire, sur ce qu'il y a réellement derrière les mots que nous utilisons, sur les malentendus, qui travaillent sur ce que le langage a de plus exigeant pour arriver à ce qui me paraît être une qualité essentielle de l'enseignant et que j'appelle dans certains de mes écrits récents la fermeté linguistique. La fermeté linguistique qui, si on prend ce terme en le référant par exemple à la théorie des apprentissages et du développement de Vygotsky, permet la construction des instruments psychiques par l'enfant, alors qu'un usage peu élaboré, un usage bavard, un usage qui serait approximatif du langage, ne permet pas la construction de ces éléments psychiques qui permettent de s'approprier les savoirs et au-delà des savoirs, bien sûr, de comprendre le monde. Voilà. Alors, je me reconnais parfaitement dans cette notion de critique et c'est un peu ce travail critique que je vous propose de faire avec vous modestement cet après-midi. En introduction, juste pour clarifier et éviter les malentendus, quelques mots sur qu'est-ce que la pédagogie. Ce ne sont pas les sciences de l'éducation, ce n'est pas non plus le discours éducatif habituel, je vais y revenir. Dans une première partie, je tâcherai de vous montrer que la pédagogie est en proie au lieu commun et quel que soit d'ailleurs les personnes qui les utilisent et le clan ou le groupe ou la doctrine à laquelle ils appartiennent. J'essaierai dans un deuxième temps de traquer quelques-uns de ces lieux communs, de les décortiquer avec vous et de voir ce qu'ils peuvent recouvrir et surtout ce que nous apprennent les contradictions de leurs acceptions. Et puis je m'intéresserai à un lieu commun parmi d'autres sur lequel je tenterai d'approfondir un peu les choses dans une troisième partie, qui est le lieu commun de l'individualisation, qui apparaît aujourd'hui dans un nombre considérable d'instructions et de textes. Je vous en ferai, si on en a le temps, la liste, comme l'injonction quasiment obligée et le passage absolument incontournable de toute pratique éducative. Voilà. Alors, quelques mots d'introduction d'abord autour de la pédagogie. Pour dire que la pédagogie, ce ne sont pas, bien sûr, les sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation se sont même créées en 1967-68 en se démarquant résolument, radicalement, et de la pédagogie et de ce qui existait alors dans les écoles normales, les ancêtres des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, sous le nom de psychopédagogie. Les sciences de l'éducation se veulent une approche multiréférentielle de la réalité éducative avec des critères de scientificité extrêmement précis. Pour ce qui concerne la pédagogie, j'emprunterai volontiers la définition qu'en donne Jean Housset, qui me paraît être une des définitions les plus opérationnelles, les plus utilisables, les plus faciles. Il se demande qu'est-ce que la pédagogie et il répond, c'est l'enveloppement mutuel et dialectique de la théorie et de la pratique éducative par la même personne sur la même personne. Le pédagogue est un praticien théoricien de l'action éducative. Il cherche à conjoindre la théorie et la pratique à partir de sa propre action, à obtenir une conjonction parfaite de l'une et de l'autre, tâche à la fois indispensable et impossible. Sinon, il y aurait évidemment une extinction de la pédagogie. Il y a en effet, dit Jean Housset, toujours un écart entre la théorie et la pratique. La pratique échappe toujours
un tant soit peu à la théorie, et la théorie, elle, dépasse ainsi toujours quelque peu la pratique. J'abrège. En pédagogie, il y a donc un écart fondamental entre la théorie et la pratique. C'est dans cette béance qui tout à la fois sépare et unit que se fabrique la pédagogie. Cette impossible et nécessaire conjonction entre théorie et pratique est à la fois le lien entre les deux, l'impossibilité même de les réduire l'un à l'autre et le mouvement dialectique qui les enveloppe de façon indissoluble. Alors la citation est sans doute un peu longue et un peu pâteuse pour une introduction, mais elle a le mérite de la précision et de la clarté. Si on suit Jean Housset, Rousseau n'est pas un pédagogue, mais Célestin Freinet est un pédagogue. Ce qui différencie les deux, c'est que Rousseau est un philosophe de l'éducation, sans doute un des plus grands à travers l'Émile, le contrat social, mais qui n'est pas un praticien et qui ne s'est pas affronté lui-même à la nécessité de mettre en œuvre, de mettre en pratique ses propres théories et qui n'en a pas tiré des réflexions qui auraient pu servir de base à de nouvelles élaborations. Célestin Freinet, en revanche, est un pédagogue qui probablement n'aurait jamais été accepté s'il avait présenté ses travaux à l'université, ni comme maître de conférence, ni comme professeur, tant ses livres apparaissent aujourd'hui peu scientifiques, mais c'est un inventeur, c'est un homme qui a eu quelques intuitions, qui à partir de là a formulé un certain nombre de propositions, qui a mis en œuvre ces propositions, qui en a tiré un certain nombre de conclusions, qui à partir de là a fait évoluer ses pratiques, qui a créé un mouvement capable à ses yeux de faire progresser et évoluer l'école, et qui s'est toujours impliqué à la fois dans un combat individuel et collectif pour ce qu'il appelait l'école du peuple, l'école populaire. Alors, qu'y a-t-il dans la pédagogie ? Ce n'est pas un hasard si j'ai cité le nom de Célestin Freinet, probablement le plus célèbre des pédagogues contemporains. Il y a essentiellement des figures. On peut parler de théorie pédagogique, mais elles sont le plus souvent reliées à un certain nombre de grandes figures. Les premières sans doute de la modernité apparaissent à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont un des plus grands disciples de Freinet, Pestalozzi, ou un homme comme le docteur Itard, celui qui a tenté d'éduquer Victor de l'Aveyron. Voilà deux hommes, Pestalozzi et Freinet, qui, l'un et l'autre, ont cherché à conjoindre la théorie et la pratique, à confronter la théorie et la pratique. Pestalozzi se donnait officiellement comme objectif de donner des mains à Rousseau, et dès les premières lignes du mémoire du docteur Itard sur Victor de l'Aveyron, il explique qu'il se réfère explicitement à la philosophie de Hobbes, d'Helvétius, de Condillac, des empiristes, des sensualistes du XVIIIe siècle, pour valider une hypothèse, et qu'il va montrer comment cette philosophie lui permet de proposer des pratiques qui elles-mêmes lui permettront de faire évoluer cette philosophie. Voilà, il y a donc dans la pédagogie un certain nombre de grandes figures de ce type. Il y a des doctrines, le plus souvent portées par ces figures, même si elles les dépassent. Ici, on pourrait faire une histoire des doctrines qui ne soit pas tout à fait l'histoire des figures. Et puis, il y a des conceptions qui traînent, ici ou là, qui ne sont pas forcément formalisées en doctrine, qui ne sont pas forcément implicites ou explicites, mais qui peuvent être repérées à travers les propos qui sont tenus, et en particulier les propos sur l'éducation. Que peut faire donc le chercheur qui travaille en pédagogie ? Il ne peut pas transformer la pédagogie en science de l'éducation, et surtout pas en science au singulier. La science de l'éducation au singulier n'a d'ailleurs existé que très brièvement en France, tout de suite à l'époque de Jules Ferry, pour donner à l'école publique que Jules Ferry venait de refonder une sorte de base qui se voulait scientifique, mais qui, à lire les leçons de sciences de l'éducation d'Henri Marion, par exemple, n'avaient de scientifique que le nom. Donc, la pédagogie n'est pas la science de l'éducation. La pédagogie, à ce titre, exprime un propos, et j'aime bien l'idée de propos. Alain me paraît d'ailleurs à cet égard être un bon exemple de pédagogue, puisqu'il resta toute sa vie
à la fois un philosophe de bon niveau, mais aussi un enseignant de terrain. Alors certes au lycée Henri IV, mais c'est quand même un terrain. Alors que peut faire le chercheur sur la pédagogie? Il peut faire une histoire de la pédagogie, il peut faire une histoire des doctrines et des pratiques pédagogiques, il peut réfléchir sur la continuité et les ruptures au sein de cette histoire, il peut aussi mettre à jour des problématiques qui permettent de comprendre cette histoire, il peut surtout, et il doit surtout, me semble-t-il, faire un travail critique sur le discours pédagogique, et c'est cela que je saluais dans l'introduction de Luc Baptiste tout à l'heure. Parce que celui qui cherche sur la pédagogie sait qu'il est sur un terrain non scientifique, il doit s'astreindre à la rigueur. La rigueur, c'est la précision de l'expression, c'est la clarté sur le statut du discours que l'on tient, c'est la possibilité de la falsification pour Périenne, c'est-à-dire de contre-attaquer et de supporter les contre-arguments. C'est la possibilité de donner prise, en tout cas, à l'argumentation contradictoire. Trop de discours, me semble-t-il, aujourd'hui, se déclarent scientifiques pour s'exonérer de la rigueur, pour s'exonérer de la clarté, par exemple, pour s'exonérer de la précision, pour s'exonérer d'une véritable fermeté linguistique au sens où je l'entendais tout à l'heure. Alors ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est bien ce travail de réflexion sur ce que j'appelle les lieux communs en pédagogie, et j'entre là dans la première série de remarques que je voulais vous proposer. Expression de lieux communs que j'emprunte à celui qui fut mon maître, Daniel Hamlin, celui qui m'a beaucoup appris sur l'histoire de la pédagogie et qui, dans un livre paru en 1986 et dont le succès a été relativement faible, qui s'intitule « L'éducation, ses images et son propos », mais qui est un très très beau livre à mes yeux, qui définit la fonction du lieu commun en pédagogie, en disant que ce lieu commun a l'avantage d'être en quelque sorte capable de réunir autour d'un terme ambigu des personnes qui ne sont pas forcément d'accord sur tout, mais qui peuvent néanmoins se retrouver sur l'essentiel. Daniel Hamlin explique que la modernité pédagogique fait un grand usage des lieux communs et que le courant de l'éducation nouvelle qu'a évoqué Luc Baptiste tout à l'heure, le courant réformateur qui prend corps au Congrès de Calais en 1921, ne va pas cesser de nous dérouler des lieux communs que nous utilisons tous encore aujourd'hui, parmi lesquels l'enfant doit être actif dans ses apprentissages. Personne n'a jamais défendu l'idée que l'enfant devait être passif dans ses apprentissages. Néanmoins, l'enfant actif dans ses apprentissages fait partie de ces lieux communs. Et ce qui me frappe quand j'étudie les textes de l'époque, comme quand je regarde les usages du vocabulaire pédagogique d'aujourd'hui, c'est que ces lieux communs permettent l'unité d'action au prix d'un malentendu, le plus souvent. Que ce malentendu peut même avoir un effet mobilisateur, qu'il peut même être socialement défendable et nécessaire. On peut socialement défendre l'idée que pour mobiliser les enseignants et leur redonner tous les jours le courage de reprendre le chemin de la classe, il faut leur expliquer que l'enfant est un être magique et merveilleux, doué d'une créativité inimaginable et qu'à l'écouter et à le regarder, on va lui permettre de se développer dans des conditions fabuleuses. Peut-être que ce lieu commun de l'épanouissement avec cette métaphore florale sous-jacente, permanente, est utile. Peut-être qu'il nous apporte au fond, socialement, psychologiquement, cette force intérieure, cette poésie du métier qui nous manquerait si nous ne l'avions pas, mais il ne résiste évidemment pas à l'analyse, ni à l'analyse historique, ni a fortiori à l'analyse philosophique. Hamlin lui-même dit qu'il nous faut des lieux communs parce qu'il est impossible, dit-il, d'éduquer vraiment sans croire. Et il emploie le mot de croire délibérément et volontairement en rupture avec le mot savoir. Il y a des choses que l'on doit savoir pour enseigner, dit-il, mais il est aussi impossible, dit Hamlin, d'éduquer sans croire.
c'est-à-dire sans espérer, sans s'indigner de l'état dans lequel se trouve le bien le plus précieux de l'humanité, son enfance, voué aux nuisances de toutes sortes, à la stupidité, à l'incurie de l'espèce malfaisante que nous sommes. Et il nous renvoie à la croyance comme étant une sorte de nécessité qui nourrit en nous ce qu'un philosophe comme Cornelius Castoriadis appellera le foyer mythologique. Le foyer mythologique, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va partir dans un métier et que ce métier ne va plus être simplement la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. On va entretenir avec ce métier une relation qui va être une relation particulière que le phénoménologue appellerait une relation d'intentionnalité. On ne va pas simplement enseigner parce que on va enseigner en fonction d'une sorte de désir ou en tout cas de projet intérieur. Et les phénoménologues à cet égard nous ont appris à quel point il fallait distinguer le pourquoi en 2 mots du pourquoi en 1 mot. Ils nous ont même montré à travers leurs œuvres à quel point nous nous obstinons à répondre au pourquoi en 2 mots pour nous éviter d'examiner le pourquoi en un seul mot. Nous savons bien pourquoi nous enseignons, pour que les élèves apprennent, pourquoi nous enseignons, pour gagner notre vie, pourquoi nous enseignons, pour avoir un statut social, pourquoi nous enseignons, pour toute une série de raisons que nous pouvons énumérer. Mais toutes ces raisons que nous pouvons énumérer ne sont que des motifs et non pas des raisons et non pas des vraies causes de ce pourquoi nous enseignons. De ce pourquoi nous enseignons, c'est-à-dire de ce qui nous anime dans notre rapport à l'enseignement et qui fait que ce rapport à l'enseignement fait que notre métier n'est pas seulement l'exécution de tâches stéréotypées. Ce pourquoi, en un seul mot, nous enseignons, c'est probablement autour de ce foyer mythologique ce que nous hésitons ou évitons parfois de regarder en face parce que cela nous renvoie à des questions auxquelles probablement les institutions n'ont pas vocation à répondre, mais elles ont sans doute vocation à nous permettre de nous les poser. Alors à partir de là, à partir de cette idée, je voudrais vous montrer à quel point les lieux communs sont présents sous toutes les formes dans le discours éducatif. Je reprenais récemment une page d'un ouvrage qui avait pour titre du chapitre « Échec à l'échec ». Et je me souvenais que cette formule était le titre d'une revue publiée en Belgique par un mouvement d'éducation populaire et de militants pédagogiques. Et je voyais à ce sujet à quel point, j'ai pris la peine de chercher sur un moteur de recherche, à quel point cette formule avait pu être utilisée par un nombre considérable de gens, de tous bords et avec des significations extrêmement diverses, comme étant une espèce de lieu commun dont on devrait tous considérer que c'est un drapeau auquel il faut se rallier. Alors, j'ai trouvé différentes acceptions de ce lieu commun, échec à l'échec. Par exemple, j'ai trouvé comme acception « Une société n'a aucun intérêt à gaspiller son potentiel de talent ». Bon, c'est une conception relativement libérale de échec à l'échec. J'ai trouvé une autre conception de échec à l'échec qui disait « La dialectique matérialiste de l'histoire rend inéluctable la lutte contre les inégalités sociales ». Donc là, on est plutôt dans une vision, on va dire, socialo-marxiste. Et puis j'ai trouvé d'autres interprétations de échec à l'échec. J'ai trouvé par exemple « Nul n'a le droit de désespérer de quiconque est aimé de Dieu ». C'est encore une autre interprétation de échec à l'échec. Et on pourrait multiplier ainsi les interprétations d'un slogan qui au fond est un slogan qui nous mobilise, qui a une fonction sociale et psychologique, mais dont la signification elle-même peut être interrogée et qui en tout cas ne lève pas en lui-même les malentendus dont il est porteur. Il y a d'autres slogans dont le malentendu est encore plus flagrant. Si nous prenons la fameuse formule qui sert de titre à un ouvrage superbe d'ailleurs de Janusz Korczak, « Le droit de l'enfant au respect ». Tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée
du droit de l'enfant au respect. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire respecter l'enfant? Alors là, si nous faisions ici un petit travail individuel, nous verrions la multiplicité des interprétations. Et nous verrions même que nous pouvons avoir des interprétations complètement contradictoires du droit de l'enfant au respect. Nous pouvons avoir une interprétation assez spontanéiste ou compassionniste. L'enfant doit être regardé, écouté, c'est un être merveilleux, il a droit à être respecté quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse. Ou on pourrait avoir une conception très interventionniste du droit de l'enfant au respect en disant la meilleure manière de respecter l'enfant, c'est de lui enseigner ce que l'humanité a créé de plus beau, c'est-à-dire les œuvres fondamentales de la culture. Ou on pourrait avoir encore d'autres manières de dire le droit de l'enfant au respect. Respectons les origines sociales et les croyances familiales. Ou bien au contraire, disons, donnons le droit à l'enfant de subvertir ses origines sociales et ses croyances familiales. C'est quoi le respect? C'est le premier ou le deuxième? Respecter l'appartenance, la différence, hériter d'une histoire singulière, ou c'est donner la possibilité à l'enfant de subvertir cette appartenance et cette différence. On voit bien que tant qu'on n'a pas creusé un petit peu cette question, s'entendre sur le fait que l'enfant a droit au respect reste une manière un peu simpliste, un peu facile de pratiquer le discours pédagogique. Alors on peut se dire aussi le droit de l'enfant au respect, c'est l'interdiction du châtiment corporel, par exemple. Mais est-ce que réellement, à certains moments, si j'écoute certains pédopsychiatres, par exemple, respecter un enfant ne va pas m'amener à pratiquer un certain type de contention physique qui s'apparenterait, pour certains, à châtiment corporel. Et la notion même de châtiment corporel peut être interrogée. Est-ce que laisser un enfant 7 heures par jour assis à une table dans une salle de classe n'est pas en soi un châtiment corporel? Certains ont pu le prétendre, d'autres peuvent encore le penser. Voilà, donc vous voyez qu'on peut apparemment se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Le droit de l'enfant au respect fait partie de ces lieux communs sur lesquels tout le monde semble apparemment d'accord, et en réalité être confronté à des interprétations extrêmement contrastées. L'hypothèse que j'ai faite depuis longtemps dans mon travail de chercheur, c'est qu'il fallait jamais s'en tenir au lieu commun, mais qu'il fallait chercher les interprétations, et que c'était dans la querelle des interprétations que se situait la possibilité de déconstruire et de reconstruire un discours pédagogique voué par ailleurs à l'inachèvement. Déconstruire et reconstruire un discours pédagogique qui n'est pas en soi précisément un discours de vérité, mais qui est un discours que l'on peut interroger et dont la fonction est plus heuristique que fondamentalement dénotative, qui ne désigne pas les choses, mais qui, d'une certaine manière, nous permet, à travers les interprétations que l'on en fait, de débusquer les problèmes qui sont au cœur de l'éducation. La critique du discours pédagogique ne nous fournit pas de solutions, ni même de recettes, et a fortiori de recettes didactiques aux problèmes de l'enseignement, mais cette critique du discours pédagogique nous permet d'y voir clair dans les enjeux de l'éducation, ce qui me paraît effectivement tout à fait essentiel aujourd'hui. Alors moi-même, dans mon propre parcours, j'ai été amené à plusieurs reprises à utiliser évidemment des lieux communs, comme nous en utilisons tous au fur et à mesure de notre évolution dans le métier. Par exemple, j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur ce que j'ai appelé le principe d'éducabilité. Tout être peut apprendre et grandir et nul n'est assigné à jamais à l'échec. C'est un peu le échec à l'échec de tout à l'heure. Vous voyez bien que cette affirmation peut être comprise comme une forme de profession de foi, quasiment un pari à la Pascal, mais c'est aussi d'une certaine manière un lieu commun qui n'engage pas à grand-chose. Sauf si on le met en parallèle, ou si en tout cas on le met en regard d'un autre lieu commun tout aussi important qui est
nul ne peut apprendre ni se développer à la place de quiconque. Et vous voyez bien qu'à partir du moment où on traque la contradiction, où on se dit tout être peut apprendre, mais nul ne peut apprendre à la place de quiconque, eh bien on commence à identifier quel est le nœud du problème et on commence à s'approcher de l'objet spécifique des pratiques pédagogiques qui est précisément de construire des situations qui permettent au sujet d'apprendre par lui-même. Mais pour en arriver là, pour en arriver à une définition de la pédagogie sous cette forme-là, il faut avoir travaillé les lieux communs, les avoir mis en regard et avoir tenté de comprendre non pas ce qui fait la vérité de l'un au détriment de la vérité de l'autre, mais ce qui fait qu'ils sont vrais l'un et l'autre, et que c'est dans le fait qu'ils sont vrais l'un et l'autre que je vais trouver quelque chose qui va me faire avancer. C'est parce que tous les élèves peuvent apprendre, mais que je ne peux apprendre à la place d'aucun élève, que mon travail, c'est, comme le dit Rousseau dans l'Émile, de tout faire en ne faisant rien. Alors, une formule extrêmement souvent citée, tout faire en ne faisant rien. Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, dit Rousseau, c'est de tout faire en ne faisant rien. Tout faire en ne faisant rien. Tout faire parce que je n'ai jamais fini d'agir sur les conditions en ne faisant rien, parce que je ne peux pas agir à la place de l'autre. Et le tout faire en ne faisant rien, on va le retrouver ici ou là, planqué, si j'ose dire, dans un certain nombre de discours pédagogiques. Si vous prenez le poème pédagogique de Makarenko, qui est un texte tout à fait étonnant, inspiré de Gorky et de Tolstoï, inspiré aussi de la mystique russe, mais aussi bourré de scientisme marxiste tout à fait au premier degré, vous y trouverez des choses comme « l'enfant est malade, soignez le milieu ». L'enfant est malade, soignez le milieu, ça n'est rien d'autre que tout faire en ne faisant rien, c'est-à-dire chercher les conditions optimales pour que l'autre fasse par lui-même. Mais vous voyez qu'on arrive à cette question qui est la question du sujet que parce que précisément on traque dans le lieu commun ce en quoi il peut nous révéler un certain nombre d'enjeux essentiels. Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, rentrer un tout petit peu plus dans le détail et regarder quelques-uns des lieux communs de la pédagogie. Pourquoi faut-il les déconstruire ? On va prendre un certain nombre d'exemples. Je vais commencer par un mot qui est particulièrement utilisé aujourd'hui, qui est le mot de compétent. Apprendre, ce serait acquérir des compétences. Moi-même, j'ai promu la notion de compétence dans les années 80-90 et je me souviens avoir écrit des textes à l'époque montrant l'intérêt d'utiliser la notion de compétence. En particulier, j'écrivais alors que cette notion était une antidote efficace à l'idéologie des dons. Dès lors que, par exemple, la créativité n'est plus un don inné, mais une compétence, elle est formable. Et si elle est formable, mon travail n'est pas renvoyé à l'admiration béate des aptitudes qui s'éveillent, mais à la création de conditions pour que des compétences se construisent. Et vous voyez bien qu'à ce titre, la notion de compétence a pu à un moment jouer contre une certaine forme de fatalisme. Dans les années 60, mais encore aujourd'hui, il existait une forme de banale psychologie des dons ou des facultés qui faisait qu'on disait d'un enfant qu'il était plus créateur ou plus imaginatif. Eh bien, ça a été très intéressant à l'époque de regarder d'un peu près les travaux d'un certain nombre d'Américains, par exemple, il y avait Guilford qui travaillait beaucoup là-dessus, pour essayer de comprendre comment ce qu'on appelait la créativité ou l'imagination n'était en réalité qu'une manière de faire fonctionner son intelligence en mettant en relation des choses qu'on ne met pas en relation systématiquement et que cela était formable à travers des dispositifs qui pouvaient être utilisés aussi bien dans les apprentissages scientifiques que dans les apprentissages littéraires. C'est l'époque où j'ai lu un livre que je vous recommande parce que c'est un des plus grands livres
me semble-t-il, qui a été écrit sur la question de l'écriture et sur la question de cette idéologie des dons, en particulier des ravages qu'elle fait sur la question de l'imagination, qui est le livre de Gianni Rodari, qui s'appelle Grammaire de l'imagination, qui est un superbe petit ouvrage, en plus extrêmement agréable à lire, plein d'anecdotes, et plein de propositions superbes qui ne sont pas des recettes, mais qui sont précisément des méta-recettes, des outils pour inventer des outils. Donc j'ai cru à un moment, et avec vraiment conviction, que la notion de compétence était une antidote efficace à l'idéologie des dons. J'ai cru également que c'était une antidote très efficace à une sorte de pédagogie de l'ineffable. Vous savez, l'ineffable, c'est celui qui dit « tout se passe dans une relation quasiment mystique entre le maître et l'élève, qui transmet un savoir qui est en réalité... » Alors, on peut broder sur l'ineffable, on peut lire la façon dont des philosophes comme Régis Debray décrivent le rapport qu'ils ont entretenu avec leur maître comme Muglioni et expliquent qu'à un certain moment, ils ne s'appartiennent plus, qu'ils sont dans une relation quasiment mystique à la pensée d'autrui, etc. Ineffable, qui est souvent, il faut bien le dire, une manière de couvrir ou de camoufler habilement ce qui n'est rien d'autre que le charme discret de la bourgeoisie, c'est-à-dire une complicité culturelle entre des gens particulièrement proches les uns des autres en raison de leurs origines et de leurs idéologies. Cette pédagogie de l'ineffable, c'est la pédagogie aussi de celui qui n'a de compte à rendre à personne. Après tout, je fais ce que je veux, je dis ce que je dis, et il se passe ce qui se passe. Et l'aventure pédagogique, c'est cet événement qui échappe à tout et que personne ne peut me demander d'expliquer, en tout cas sur lequel personne ne peut me demander de rendre le moins de compte. Je fais partie de ceux qui jugeaient cette pédagogie de l'ineffable néfaste et déresponsabilisante, même si aujourd'hui j'aurais peut-être des réserves à émettre sur cette opinion de l'époque. Puis j'ai fait partie de ceux qui ont promu le mot de compétence aussi, parce que le mot de compétence renvoyait à une vision, essentiellement linguistique d'ailleurs, de la compétence opposée à la performance. Une vision proposée par Chomsky. Je ne sais pas si vous avez lu ou regardé le livre de mon collègue Bernard Rey sur les compétences transversales en question, mais il y prend un très bel exemple, qui est l'exemple du patinage artistique. Et il dit il y a deux manières de juger ce qu'on voit, c'est-à-dire cette personne qui se déplace admirablement sur la glace. Il y a la performance, c'est-à-dire la performance technique et sportive, qu'on peut découper, qu'on peut même analyser jusqu'au moindre mouvement musculaire ou jusqu'au moindre influx nerveux, qu'on peut enregistrer, visionner et même calibrer d'une manière extrêmement précise. Et puis il y a l'unité, dit-il, de la compétence. Et la compétence fonctionne ici, chez Chomsky, comme ce qui donne sens et renvoie à cette intentionnalité. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la manière dont on utilise le terme systématiquement aujourd'hui, c'est en tout cas la manière dont l'entendait Chomsky, qui disait « une performance ne nous dit jamais rien sur la compétence réelle qui est derrière, parce que, ne serait-ce qu'en domaine linguistique, vous pouvez avoir une compétence à parler une langue étrangère, mais ne pas avoir sur le moment les conditions pour réaliser la performance qui vous permet de réussir l'examen. Que cela nous renvoie à une certaine modestie dans l'évaluation. Et puis la notion de compétence était intéressante parce que ça a été un outil très utile pour penser les conditions de ce qui était déjà à l'ordre du jour dans les années 80, qui était la transdisciplinarité. Ça permettait de donner une espèce de tableau de bord à la transdisciplinarité. À côté de l'ensemble des disciplines, on pouvait identifier des compétences transversales ou communes qui étaient formées et auxquelles les disciplines contribuaient. J'ajouterais qu'à partir de la notion de compétence, on a pu développer la notion de métacognition, qu'on a pu aussi travailler à une gestion différenciée des groupes. Autrement dit, la notion de compétence a été, à un moment donné, sans aucun doute, probablement une avancée intellectuelle et un lieu commun
utile pour les pratiques pédagogiques. Un lieu commun. Mais les choses ont basculé très vite. Les choses ont basculé très vite et moi-même, je me suis senti très mal à l'aise dans l'utilisation de ce terme dès les années 90, dès la première rencontre de l'ERT, l'European Roundtable, excusez-moi pour mon anglais, qui avait été convoquée par Edith Cresson à Bruxelles et qui a proposé à un certain nombre de formateurs essentiellement venus de la formation d'adultes de construire des référentiels de compétences susceptibles de supplanter progressivement la notion de diplôme et de permettre d'identifier précisément le niveau d'employabilité de chaque individu. Le niveau et, on va dire même, le domaine d'employabilité, le domaine et le niveau d'employabilité de chaque individu. À ce moment-là, d'ailleurs, et on peut saluer, malgré le caractère un peu agaçant du personnage, sa vision un peu prophétique à l'époque, un collègue belge comme Nico Hirt avait attaqué assez violemment les militants pédagogiques qui utilisaient la notion de compétence, dont moi, en disant « vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train, à travers cette notion, de faire le lit des industriels qui sont là aux abois derrière pour transformer l'école en fabrique d'une main-d'œuvre la meilleure marché possible et la plus adaptée possible sur le marché, sans aucune préoccupation de la citoyenneté, de quoi que ce soit. » Nico Hirt est interviewé dans un documentaire qui fait grand bruit dans les années 98-99, qui s'appelle Le cartable de Big Brother. Certains s'en souviennent peut-être, ou en tout cas ont eu l'occasion de rencontrer ce titre, où on voit une espèce d'école dans laquelle il n'y a plus que des cases à cocher qui correspondent à des compétences acquises, non acquises ou en voie d'acquisition. Et Nico Hirt dénonce là une vision ultra-libérale et ultra-totalitaire en même temps. Il montre que ça n'est pas contradictoire, le libéralisme et le totalitarisme de l'école. Ça nous a un peu déstabilisés, hein, nous qui pensions avoir découvert quelque chose qui était porteur d'un espoir de renouvellement radical des pratiques. Et puis les choses se sont confirmées. La notion de compétence a été enrôlée très fortement et on a vu très vite les dangers qu'elle comportait. Le danger de segmentation, évidemment. On segmente en compétences de plus en plus petites, hein. Le danger de perte de sens des apprentissages, la dilution de la notion même de culture, dès lors qu'il y a une somme de compétences. Qu'est-ce que le mot culture peut bien vouloir dire ? De facto, une sorte de behaviorisme, c'est-à-dire de théorie psychologique implicite qui postule que le mental n'est qu'une boîte noire dont il faut faire l'hypothèse qu'elle n'existe pas pour engendrer des comportements à partir d'un certain nombre de stimuli. Behaviorisme pédagogique dont Linda Alla, l'une des grandes promoteuses de la notion de compétence, dira elle-même que ce behaviorisme pédagogique menace tous ceux qui, en réalité, ne cessent de se proclamer disciples du constructivisme, mais ne sachant pas le mettre en œuvre, se rabattent systématiquement sur le behaviorisme. Et Linda Alla elle-même dira « Attention, attention », les constructivistes sont souvent des behavioristes qui s'ignorent parce que tout simplement, nous n'avons peut-être pas encore compris que le behaviorisme était la seule théorie qui permettait l'évaluation qu'exigeait le système et que donc, pour que le système puisse lui-même tolérer le constructivisme, il faut qu'il le transforme en behaviorisme. Et puis on a vu, à la suite de ça, se développer des livrets de compétences où on mettait sur le même plan des compétences comme savoir faire preuve de créativité dans l'écriture d'un texte littéraire et savoir attacher une pièce jointe à un courriel, par exemple. Et, on était même étonné de pouvoir imaginer que des inspecteurs généraux avaient pu mettre sur le même plan, dans un même référentiel de compétences, des choses aussi diversifiées et éclatées.
Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin autour de ça, mais vous sentez bien ce qui est en question là. Ce qui est en question, c'est que l'usage de quelque chose qui, à un moment donné, est porté par un mouvement, on va dire, subversif, qui cherche à renverser la fatalité, peut être récupéré, entre guillemets, par des usages qui dévoient, en quelque sorte, les intentions primitives des utilisateurs. Alors, faut-il pour autant abandonner la notion de compétence ? Faut-il la jeter aux orties ? Est-ce que les arguments que aujourd'hui utilisent ceux qui dénoncent l'usage de cette notion rendent totalement obsolètes les arguments qui nous avaient fait introduire cette notion ? Et ça, c'est une vraie question. Parce que souvent en pédagogie, quand on découvre que des arguments détruisent ou remettent en question quelque chose qu'on a introduit, on a tendance à faire un mouvement de bascule au lieu d'essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui structure la contradiction. Et de la même manière que tout à l'heure, je vous disais, cherchons à comprendre ce qui structure la contradiction entre ce qui relève de l'éducabilité de tous et ce qui relève de la liberté de chacun, je crois qu'il faut comprendre ce qui structure la contradiction entre le caractère positif et subversif de la notion de compétence et son caractère infiniment réducteur et particulièrement dangereux dès lors qu'elle est enrôlée dans une forme de behaviorisme latent. Et je crois que cela nous renvoie à tout un travail sur ce que j'appellerais volontiers, pour reprendre encore une expression d'Ameline, la nécessité permanente de mettre en relation les finalités et les modalités de l'acte éducatif, c'est-à-dire de passer des intentions à ce qui permet de les observer ou d'en observer la réalisation sans pour autant renoncer à remonter aux intentions et ainsi de suite. Ce travail, qui est un travail de mise en cohérence de la pratique, est un travail absolument essentiel. Et l'incohérence des référentiels de compétences, s'il a un intérêt, c'est qu'il nous pousse à mettre en cohérence les choses, c'est-à-dire à nous demander quelles sont les finalités pour lesquelles nous travaillons et à partir de ces finalités, quels sont les buts, les objectifs, les indicateurs de réussite que l'on peut repérer, et puis quand nous avons les indicateurs de réussite, comment nous pouvons remonter aux finalités et sans cesse parcourir la chaîne dans les deux sens pour ne pas être coincé entre une vision qui serait celle de l'ineffable, celle des finalités qui ne se concrétisent dans rien, et une vision qui serait celle d'un matérialisme segmenté et behaviorisme qui refuserait de se référer à des finalités capables de faire l'unité dans un comportement ou dans un projet. Et je crois que là encore, on voit bien qu'à travers l'analyse un peu fine de la notion de compétence, et si j'avais le temps, je vous montrerai à travers les textes comment c'est possible, bien sûr, à travers l'analyse un peu fine de cette notion, on peut dépasser la contradiction, mais dépasser la contradiction, c'est compliqué, c'est difficile et c'est dangereux. C'est dangereux parce que les institutions, et en particulier l'institution scolaire, sont souvent très friandes de la séparation systématique entre les finalités et les modalités. C'est-à-dire qu'elles adorent afficher des finalités, non pas pour engendrer des modalités, mais pour couvrir le fait que précisément les modalités sont en contradiction avec la finalité qu'elles annoncent. Ça leur permet ainsi d'ailleurs de fabriquer des spécialistes des finalités qu'on envoie dans les instituts de formation ou dans les colloques pour qu'ils arrêtent de mettre la pagaille dans les écoles en posant la seule question qui met vraiment la pagaille, qui est « Pourquoi vous ne faites pas ce que vous dites ?» Puisque la seule question qui met vraiment la pagaille dans le monde, c'est la question de la mise en cohérence entre les projets les plus généraux et généreux et le moindre geste, comme disait Deligny. N'oublions pas que c'est là-dessus que Socrate a perdu la vie, quand même. Il a perdu la vie parce qu'il est allé dire aux Athéniens « Non mais attendez, c'est très très bien la démocratie, mais enfin, vous l'annoncez, vous voulez la faire, vous dites que les hommes doivent pouvoir, pas les femmes à l'époque, c'est vraiment homme au sens d'homme, mais bon, doivent pouvoir, mais enfin, vous êtes sûr que vous êtes en train de pratiquer ça concrètement, là ? C'est là-dessus qu'il a perdu la vie, parce que c'est l'empêcheur de tourner en rond par excellence, l'empêcheur de prêcher en rond ce que par ailleurs on dit de faire mais qu'on ne fait pas.
pourrait analyser, s'amuser à analyser à quel point le lieu commun de l'autonomie, par exemple, la formation des élèves à l'autonomie, est d'un ridicule accompli au regard de l'observation de la vie quotidienne d'une classe. Mais c'est de ridicule le plus accompli, quand vous pensez qu'on se gargarise de la formation à l'autonomie, mais qu'on va aux toilettes à heures régulières quand même, et imposées. Alors, c'est peut-être légitime, mais bon, il n'y a pas que ça dans l'autonomie, vous me direz. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais l'institution est en réalité extrêmement contente que nous ne mettions pas en pratique l'autonomie que nous prônons. Parce que c'est beaucoup plus compliqué à gérer, à la fois une classe et des professionnels qui sont véritablement autonomes. Donc, si nous voulons creuser encore un petit peu les choses, et je le fais d'une manière volontairement polémique avec vous, si nous voulons creuser un petit peu plus les choses, nous pouvons dire que fondamentalement, ces lieux communs, comme la notion de compétence, doivent être travaillés en essayant de retrouver en permanence à eux ce en quoi leurs contradictions font problème. C'est-à-dire qu'il faut les renverser. Ces lieux communs sont faits pour faire consensus. Il faut travailler sur eux pour qu'ils fassent problème, pour qu'on ne soit pas d'accord. Et c'est à partir de ce désaccord qu'il faut, à mon avis, pouvoir ensuite travailler philosophiquement et pédagogiquement. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui fait consensus, il faut en faire quelque chose qui permet de construire un désaccord, qui permet de construire un débat, qui permet de construire l'intelligence des enjeux. Et les enjeux sont effectivement très importants. Alors un exemple de lieu commun à décortiquer aujourd'hui, c'est celui de l'individualisation. J'ai été frappé, je participais à un colloque organisé par une très grande maison d'édition en 2008. C'était à la Mutualité, il y avait énormément de monde. Et dans ce colloque, animé par le responsable de la rubrique éducation du journal Le Monde, l'introduction faite par ce journaliste consistait à nous dire « Voilà au moins 2 ou 3 ans que la notion d'individualisation a fait son apparition dans le champ de l'éducation. » En 2008. Alors ça interroge pour quelqu'un qui a fait un tout petit peu d'histoire de l'éducation et de la pédagogie. Ça interroge parce que d'abord probablement l'enseignement individualisé est beaucoup plus ancien que l'enseignement par classe, dont vous savez qu'il n'a été stabilisé que dans les années 1830 par Guizot au moment de l'adoption du modèle de la classe dite simultanée contre le modèle mutuel et le modèle individuel qui prévalait jusque-là. Donc parler d'individualisation comme de quelque chose qui vient de faire son apparition, c'est problématique. Alors on peut imaginer que les pratiques de l'enseignement individualisé du XVIIe siècle échappent à un journaliste centré sur l'actualité, c'est encore acceptable. Mais enfin, le XXe siècle n'a cessé d'explorer la question de l'individualisation. Dès 1907, je l'explique dans le petit ouvrage que Lucas a évoqué tout à l'heure, Hélène Parkhurst met en place une classe de travail entièrement individualisée où on teste les élèves dans toutes les matières au début de l'année et où on les fait travailler par fiches individuelles à leur rythme et ça donne lieu à une multitude d'expérimentations dans tous les États-Unis sous le nom de plan Dalton. Alors ça n'a rien à voir avec les cow-boys du même nom, c'est parce que c'est dans une ville qui s'appelle Dalton que ce plan a été initié pour la première fois. Ça s'appelait en réalité le plan d'études individualisées. Plan d'études individualisées. Ce plan va être repris à Chicago à partir des années 14 par Winnicott, par Washburn, etc., etc. Enfin, je pourrais vous expliquer très en détail en quoi il consistait. Il y avait un système de contrats individuels par élève, un système de tableaux de contrôle, un système de laboratoire disciplinaire, c'est-à-dire qu'avec son contrat, on arrivait le matin, on avait tant de fiches à faire en français, on allait dans le laboratoire de français et on faisait, et chacun progressait à son rythme, il n'y avait pas de classe, tout ça. Et Miss Parkhurst, qui est elle-même une élève de Dewey, de John Dewey, est très attaquée. Et il y a une vraie polémique avec quelqu'un d'autre qui représente aussi
une autre branche de la philosophie de Dewey qui s'appelle William Kilpatrick, et qui lui ne défend pas la pédagogie individualisée, mais qui défend ce qu'il appelle la méthode des projets, et qui va critiquer Miss Parkhurst d'une manière extrêmement précise, en disant que l'individualisation, c'est la segmentation, c'est la promotion de l'individualisme, c'est le fait de préférer systématiquement l'écrit à l'oral, c'est le fait de préférer systématiquement un certain type de profil psychologique à d'autres, c'est le fait d'éviter la confrontation du savoir avec la réalité, etc. Et Kilpatrick propose une méthode qu'il appelle déjà la méthode des projets, à partir desquels seulement on engage un travail d'apprentissage. C'est une méthode globale, fédératrice, etc. Et le débat va être un débat d'une grande violence intellectuelle, d'ailleurs, entre les deux disciples de Dewey. Ce débat va se poursuivre. Il va se poursuivre en Europe à partir de 1921 avec la publication d'un livre de Claparède qui s'appelle « L'école sur mesure ». L'école sur mesure, s'il n'y a pas mieux que pédagogie différenciée, j'y reviendrai tout à l'heure. L'école sur mesure va déclencher des polémiques terribles. L'école sur mesure commence par une métaphore de Claparède qui dit, vous savez, quand un élève va chez le cordonnier ou chez le chausseur pour se faire une paire de chaussures, on ne lui donne pas son âge, mais on prend la pointure de son pied, alors que quand il va à l'école, on ne regarde pas son niveau ni ses besoins, on le met systématiquement dans la classe dans laquelle il doit être selon des critères artificiels décidés par des autorités académiques. Et il conclut, on ne prend pas pour l'esprit les mêmes égards que l'on prend pour les pieds. Il faudrait bien commencer à s'y mettre et à faire effectivement une école sur mesure. Mais là aussi, la polémique fait rage. Il y a des gens qui expliquent que oui, il faut différencier la pédagogie et il faut même arriver à ce que chaque élève ait une forme de pédagogie à sa mesure. Il y a tout un courant qui se développe à l'époque pour tester initialement les élèves, pour développer les tests. Alors on teste, on fait des tests pour savoir le niveau, les besoins, les profils cognitifs, etc. et j'en passe. Et puis, une fois qu'on a le résultat du test, on propose à l'élève un certain nombre de fiches, ce sont essentiellement des fiches à l'époque, qui permettent de travailler avec et de s'adapter à lui. Cette conception d'ailleurs de l'école sur mesure est combattue par d'autres qui disent bah oui, c'est pas mal, mais ça s'adapte trop aux enfants et donc ça ne les prépare pas à découvrir autre chose que ce qu'ils savent déjà faire ou ce à quoi ils sont déjà habitués. Donc à force de s'adapter aux gens, les gens d'une certaine manière se laissent aller parce qu'on n'est pas assez exigeant avec eux. C'est le débat que je reprends dans le petit livre dont on parlait tout à l'heure, entre ceux qui prônent l'école sur mesure et ceux qui disent que l'élève doit se mesurer à l'école, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'école sur mesure, c'est l'école qui se met à la mesure de l'élève. Ceux qui disent que l'élève doit se mesurer à l'école, doit se mesurer aux exigences scolaires pour progresser et ne pas rester enfermé dans lui-même. Ça, c'est le cadre. C'est le cadre et entre Claparède et Boucher, entre Ferrière et Debesse, tout au long du XXe siècle, ça va se bagarrer autour de ces questions-là d'une manière très forte. Et puis, il y a une sorte d'amnésie pédagogique, tout ça est oublié, et arrivent les années 80, les années de la rénovation des collèges, les années où il faut faire face à la question de l'hétérogénéité des classes. C'est le moment où moi-même je me trouve pris dans ce débat et je vais me permettre de faire un petit comeback personnel parce que vous allez voir à quel point on peut être pris soi-même dans les lieux communs et ne pas vraiment pouvoir s'en dépêtrer au point d'être piégé par son propre discours. 1981, la gauche arrive au pouvoir, Alain Savary est ministre de l'Éducation nationale, on confie à Louis Legrand la rédaction d'un rapport sur les collèges. Louis Legrand, à cette occasion, reprend une expression qu'il avait forgée en 1971 à l'INRP
sur la base de la notion de psychologie différentielle. Cette expression, c'est l'expression de pédagogie différentielle. Et il dit il faut différencier la pédagogie. Il développe une conception de la différenciation pédagogique qui est très proche de ce que j'appelle le diagnostic a priori et qui est très imprégné d'un courant américain qui est celui de la pédagogie par objectif, qu'on appelle ensuite la pédagogie de la maîtrise, lui-même très imprégné du behaviorisme dont je parlais tout à l'heure. Mais il le fait parce qu'il estime que c'est à ce moment-là ce qui va permettre de gérer ces classes hétérogènes dans des collèges où les élèves sont de moins en moins au même niveau et où pourtant il faut apprendre à les gérer. En 1986, la même année, je publie un ouvrage, un petit livre qui s'appelle « L'école mode d'emploi », avec en sous-titre « Des méthodes actives à la pédagogie différenciée », qui est un petit livre dans lequel je défends l'idée de pédagogie différenciée, mais pas du tout dans le sens de Louis le Grand. Je défends l'idée de pédagogie différenciée, non pas avec un diagnostic a priori, mais avec ce que j'appelle à l'époque une inventivité régulée, en m'inspirant des travaux de Marc Bru à Toulouse, et en partant de l'idée qu'on ne va pas se mettre à tester individuellement les élèves pour leur proposer à chacun des fiches qui leur correspondent, mais on va plutôt proposer un ensemble méthodologique, une panoplie, on va varier la pédagogie et on va réguler en fonction de la manière dont les élèves vont réagir à ce qu'on leur propose. Et je développe cela. J'ai lu 6 mois plus tôt le manuscrit de Louis le Grand qui me l'avait envoyé. J'étais en désaccord radical avec la conception que Louis le Grand avait de la pédagogie différenciée. Ce désaccord, je l'ai tu. Je l'ai tu parce que Louis le Grand était à l'époque l'objet d'attaques infâmes, qu'il avait été traité de tous les noms par les adversaires de la pédagogie, et que je me suis dit, c'est pas la peine de mettre de la pagaille chez les pédagogues, on a déjà tous les anti-pédagogues contre nous. Alors il y a juste une petite note dans l'école mode d'emploi qui ne peut être véritablement comprise que par les initiés, et donc par très peu de gens à l'époque, qui voient que je me différencie très nettement de Louis le Grand et qu'en particulier, je récuse l'idée d'une pédagogie différenciée qui soit à la fois strictement individuelle, construite à partir d'un diagnostic a priori et fondée sur la pédagogie par objectif et le behaviorisme. Mais ça n'est qu'une petite note à peine discernable dans le livre. Néanmoins, 2 ans plus tard, 1989, Jean-Pierre Le Goff publie un livre, fait un tabac, qui s'intitule « La barbarie douce », sous-titré « La modernisation aveugle des entreprises et de l'école ». La barbarie douce, modernisation aveugle des entreprises et de l'école. Et où il attaque bille en tête, Le Grand et Mérieux, en expliquant que l'un et l'autre défendent une conception absolument invraisemblable, ultra-libérale, ultra-individuelle, qui est en réalité une conception plus proche du meilleur des mondes d'Huxley que de la société idéale vers laquelle il voudrait se diriger, et ainsi de suite. La modernisation aveugle des entreprises et de l'école, ce serait l'école qui devient un lieu de test permanent et de dressage systématique à partir d'exercices individuels. Voilà. Le Goff est un sociologue moyennement connu, ça ne m'affecte pas énormément, mais enfin je me dis, c'est bizarre qu'ils nous mettent dans le même sac alors qu'on est sur des positions assez différentes, même assez radicalement différentes. Alors ce qui m'a vraiment beaucoup affecté, c'est qu'un an plus tard, Gilles Deleuze, qui est quand même autre chose, publie un texte remarquable, prophétique à tous égards, qui s'appelle « La société du contrôle », dans laquelle lui aussi nous met dans le même sac, en expliquant que nous sommes en train de nous inscrire dans une société du contrôle, où les individus seront systématiquement niés dans ce qui fait leur capacité d'inventivité pour être orientés, fléchés et finalement dirigés dans une individualisation érigée en système. Pas une individualisation qui intervient à un moment donné comme une étape nécessaire dans un processus d'apprentissage, mais une individualisation érigée en système d'apprentissage. Et Gilles Deleuze explique, vous allez voir, ça va arriver, ça va même peut-être passer par le numérique.
Il a là une intuition assez fulgurante. Et il a évidemment raison. J'ai évidemment eu tort. Alors, c'est facile a posteriori, je ne vais pas me battre la coulpe, mais de dire qu'on a eu tort, on aurait mieux fait de ne pas faire l'erreur sur le moment. Mais j'ai évidemment eu tort de ne pas entrer dans le débat scientifique et dans le débat public avec Louis le Grand, que j'estimais et aimais beaucoup, mais avec lequel je n'étais pas d'accord. Et j'ai eu tort de me ranger derrière un syntagme, pédagogie différenciée, sans avoir creusé suffisamment ce que lui mettait derrière et ce que moi je mettais derrière. Et j'ai évidemment eu tort de ne pas me méfier des amalgames que pourraient faire ceux qui nous lisent rapidement ou ne nous lisent pas du tout, qui lisent des comptes rendus de ceux qui nous ont lus, qui eux-mêmes nous ont pas très bien lus, etc., etc. D'autant plus que quand je relis aujourd'hui le petit texte de Gilles Deleuze, La société du contrôle, j'y trouve exactement ce que, pour ma part, je dénonce en matière d'individualisation. Il explique qu'ériger en système, l'individualisation consiste à repérer, classer, traiter, détecter, dériver, externaliser. Toute chose que nous voyons se mettre en place de manière assez systématique sous nos yeux dans l'institution scolaire. Toute chose que pour ma part, j'observe, y compris dans mon laboratoire, à travers des travaux que nous faisons actuellement sur précisément l'externalisation en dehors de la classe et de l'école de toutes les formes d'accompagnement, de soutien et d'aide au travail des élèves, qui fait que la classe devient le lieu où l'on évalue pour savoir si les gens ne seraient pas mieux ailleurs. Et par qui il faut qu'ils soient pris en charge, jusqu'à dévitaliser complètement la transmission et le fondement culturel de cette transmission. Gilles Deleuze laisse entendre aussi dans ce texte assez court que derrière l'individualisation, ce qui se tapit, c'est l'hégémonie du paradigme médical. Et il a raison. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui, si ce n'est l'hégémonie du paradigme médical sur la compréhension de l'échec scolaire? C'est ce que nous vivons et ce qui se déploie sous nos yeux. Alors évidemment, à travers le repérage de toutes les formes de dysfonctionnement, mais on pourrait en trouver d'autres et on va en trouver d'autres. Si on prend une population d'élèves de CM1 ou de CE2 et qu'on leur demande de se repérer sur une carte de géographie et qu'on étalonne les résultat, sur la courbe de Gauss, on aura forcément 30% de dysgéographie. On pourra même créer une profession pour rééduquer les dysgéographiques et les aider à se repérer sur une carte de géographie. Puis il y en aura forcément un tiers, puisque c'est l'étalonnage systématique de tous les statisticiens. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de dyslexie, de dyspraxie, de dysphasie, etc. Tout ceci existe, et cela existe et doit être traité, en particulier quand cela est vécu en termes de souffrance par celui qui ne peut pas apprendre. Ce que je veux dire, c'est que nous voyons monter un regard sur les difficultés et les échecs scolaires, qui est de plus en plus un regard strictement individuel, qui est lié, et c'est très intéressant, à un dysfonctionnement. Fonctionnement, c'est l'homme-machine, c'est la métrie. La métrie, c'est un penseur qui avait imaginé que l'homme était une espèce de machine, dans laquelle, quand ça ne marchait pas, il suffisait de changer une pièce pour que la machine se remette à marcher à nouveau. Bon, dysfonctionnement, c'est ce paradigme-là, c'est l'idée qu'au fond, quand quelque chose ne marche pas, c'est qu'il y a une pièce cassée, on va la réparer. On est dans un paradigme médico-pharmaceutique, et d'ailleurs, le vocabulaire pharmaceutique a très largement envahi l'école. On parle de remédiation. Remédiation, qu'est-ce que c'est si ce n'est un remède avec un peu de notion en plus, un ion final. Alors, il y avait déjà chez Deleuze ce sentiment que le paradigme médical pourrait devenir un paradigme, et j'emploie un de ces termes volontairement, désagrégateur du collectif de la classe, désagrégateur du collectif enseignant, du collectif apprenant, désagrégateur du collectif en général, désagrégateur du collectif et du collectif en tant qu'il est le lieu de construction de quelque chose qui dépasse chacun des individus et qui a un enjeu culturel de nature différente que ce qui se joue au sein de chacun d'eux. En réalité, Deleuze avait prévu les évolutions que nous sommes en train de
de vivre très largement aujourd'hui. Et si j'avais été plus attentif à la question des lieux communs à l'époque, probablement n'aurais-je pas, quoique peut-être je m'illusionne, été aussi violemment attaqué pour avoir promu une vision barbare, pour reprendre ce que dit Le Goff, de la pédagogie. Mais j'ai préféré la fonction unifiante du malentendu à la fonction critique du chercheur. J'ai préféré la solidarité dans un combat qui était largement médiatisé que la rigueur de la démonstration, ou en tout cas, je n'ai traité la question de la rigueur que mezza voce, c'est-à-dire elle ne pouvait être entendue que par un petit nombre d'initiés. Et vous voyez à quel point, à mon avis, j'ai eu tort, et je crois que nous avons été nombreux à avoir tort ensemble, parce qu'à cette époque-là, effectivement, au nom d'une certaine solidarité des pédagogues, on a laissé passer un certain nombre d'approximations sur les rapports de l'enfant au savoir, les rapports de l'enfant à la culture, la notion de droit à la ressemblance et de droit à la différence, sur la notion de projet, sur toute une série de choses comme ça, où on s'est laissé aller à une espèce d'enthousiasme militant, alors qui peut-être a été utile, mais qui, me semble-t-il, a aussi évidemment engendré un certain nombre de difficultés, et dont peut-être nous payons le prix aujourd'hui. C'est pour n'avoir pas été assez clair à l'époque qu'aujourd'hui nous payons au prix fort cette désagrégation de l'institution scolaire au profit d'une juxtaposition d'individus avec ces espèces de fantasmagories. Vous savez, chaque année, la troisième femme de l'émir du Qatar organise ce qu'on appelle le WISE, qui est une grande cérémonie où se réunissent à Doha tous les informaticiens et tous les gens toqués de pédagogie et d'informatique qui imaginent ce que pourrait être l'école de demain et qui nous préfigurent une école qui a d'ailleurs même été décrite très longuement par le journal Le Monde en début d'année scolaire, qui sera une école où chaque enfant sera devant son clavier et son écran à faire de manière strictement individuelle des exercices qui lui permettent de progresser à sa vitesse en fonction de son profil d'apprentissage et des tests d'aptitude qu'il aura passés avant, tout cela grâce à un serveur général de connaissances qui se trouvera probablement sur les îles Caïmans pour bénéficier de la défiscalisation. Il y a des gens qui imaginent ça aujourd'hui. Il ne faut pas croire que c'est impossible, parce qu'il y a de tels intérêts financiers derrière les gens qui imaginent ça. Croyez bien que si le Qatar dépense des millions chaque année à organiser une grande conférence sur l'éducation, pour penser l'éducation de demain avec l'ensemble des grands opérateurs du numérique mondial, et si tous ces gens-là y vont, c'est bien parce qu'ils ont des intérêts communs et qu'il y a là une certaine vision de la société, de l'apprentissage et plus globalement de l'humain qu'on peut discuter. En tout cas, cette école-là, c'est pas celle que moi je souhaiterais voir advenir. Donc vous voyez qu'il y a à réfléchir autour des lieux communs. On ne peut probablement pas s'en passer, mais on peut aussi être pris à leur piège. Et laisser passer, au nom d'une certaine forme de solidarité, des approximations qui peuvent s'avérer finalement extrêmement dangereuses parce que porteuses de finalités non suffisamment interrogées. Alors je pourrais multiplier les exemples, mais comme je vois que le temps passe, je vais maintenant en arriver plutôt à la troisième partie et à la conclusion. J'avais noté, mais je le ferai à une autre occasion ou par écrit, de tenter de faire le même travail avec vous autour de l'expression « apprendre à apprendre », par exemple. S'il y a bien un lieu commun en pédagogie qui semble faire l'unanimité, ou en tout cas des pédagogues, pas des antipédagogues, c'est bien celle-là. Mais on peut l'interroger, ce lieu commun. D'abord, on peut se demander d'où il vient et où il est apparu la première fois. C'est pas tellement chez les pédagogues, c'est dans l'église de Scientologie. Ça, c'est déjà un peu problématique.
ensuite, on peut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce qu'on peut apprendre à apprendre en n'apprenant rien? C'est pas une question si bête que ça, quand même, hein. Probablement oui, probablement non. Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour apprendre à apprendre? Enfin, il y a une multitude de choses là derrière sur lesquelles il faudrait prendre le temps de travailler et de travailler vraiment. Est-ce qu'il y a une méthodologie universelle? Est-ce qu'il y a une transférabilité absolue d'une discipline à l'autre? Qu'est-ce que c'est que la compréhension et la construction par l'élève de l'épistémologie de chaque discipline? Et comment c'est compatible avec un apprendre à apprendre qui serait systématiquement transversal? Je ne dis pas que j'ai des réponses à tout ça. Je dis simplement qu'il faut se poser ces questions parce que sinon, elles nous reviennent dans la figure. Alors, il y en a encore une multitude de lieux communs. Et si j'avais à faire un espèce de dictionnaire des lieux communs pédagogiques, il serait évidemment peut-être pas plus gros que le dictionnaire de Ferdinand Buisson, mais sans doute presque autant, tellement on pourrait trouver de formules que nous utilisons. Alors, sur nos bulletins trimestriels ou nos carnets de notes, jusqu'aux discussions de la salle des profs et aux discours ministériels, en passant par les émissions de radio et les grands magazines, les lieux communs pédagogiques, nous en faisons vraiment une très très grande consommation. Et il me semble important d'y travailler. Alors non pas pour... j'en arrive à ma troisième partie que je vais un peu raccourcir pour que nous ayons le temps de débattre, non pas pour décourager Billancourt. Je ne voudrais pas être venu et vous donner le sentiment que j'étais venu renier ce pourquoi je m'étais battu ou que j'étais venu pour, en quelque sorte, créer des problèmes là où il n'y en a pas ou inquiéter inutilement des jeunes enseignants qui ont besoin d'être rassurés à un moment difficile de leur carrière. Je suis venu au contraire parce que je crois que l'exercice de ce métier demande à la fois deux qualités fondamentales, peut-être contradictoires mais nécessaires l'une et l'autre, qui sont le courage et la lucidité. Dénoncer les lieux communs peut aboutir, c'est vrai, à un certain cynisme ou à un relativisme généralisé. On peut se moquer de tout et de tous les slogans. Ils sont tous ridicules. L'élève au centre, Dieu sait que ça a été un lieu commun. Dieu sait que c'était une formulation probablement maladroite. Mais Dieu sait qu'à un moment, elle a été utile. Donc, dénoncer les lieux communs sans basculer dans le cynisme, ça veut dire avoir un peu de lucidité sur ce qu'on fait, mais sans perdre pour autant ce courage de regarder en face les exigences de l'éducation aujourd'hui, de regarder en face l'évolution de notre système éducatif et de se donner des finalités claires qui ont le pouvoir de ces principes régulateurs que pointe Kant. Donc Kant nous dit l'importance. Principes régulateurs qui n'ont pas la valeur de ces principes constitutifs qui disent la vérité, mais qui permettent de se diriger dans l'action. Alors, dans cette troisième partie, je voudrais juste énoncer 3 principes régulateurs auxquels je tiens particulièrement, en 3 verbes, qui, une fois qu'on a dépouillé un peu les lieux communs de leur fatras idéologique, une fois qu'on a débusqué les contradictions, restent comme des pépites, un peu au fond du tamis. 3 verbes. 3 verbes qui me paraissent fonder notre engagement collectif aujourd'hui, surseoir, symboliser, coopérer. Je crois qu'un des problèmes majeurs de notre modernité, c'est la difficulté pour nos élèves d'accéder à la pensée. Je dis la pensée dans une société très largement dominée par ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel. Pulsionnel. Nous vivons en effet une époque assez étonnante. Nous vivons une époque de mutation anthropologique forte sur le statut de l'enfant, qui prend un pouvoir considérable sur l'adulte, puisque l'adulte veut être aimé par l'enfant au point d'être capable de faire beaucoup de sacrifices pour obtenir son amour. Et nous vivons une sorte de régression collective à l'infantile dans l'enfance, c'est-à-dire au caprice et au pulsionnel dans l'enfant qui est bien autre chose que cela. Cette
régression au pulsionnel est très largement instrumentalisée par la machinerie publicitaire et médiatique qui invite tous nos élèves au tout de suite, immédiatement et sans délai. À la pulsion qui se réalise tout de suite et qui nous renvoie à l'électroencéphalogramme plat. Il ne faut pas confondre la pulsion et le désir. Ce qui caractérise une pulsion, c'est pulsion, réalisation, retour à zéro. Ce qui caractérise le désir, c'est qu'une fois réalisé, il n'est pas aboli. Par exemple, le désir de savoir n'est pas aboli par le fait de savoir. Au contraire, en sachant, on désire encore plus savoir. C'est le fameux vers de René Char qui définit le poème en disant « Le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir ». L'homme, ce qui le caractérise, c'est du désir qui demeure désir, pas de la pulsion. La pulsion, c'est la pulsion consommatoire, c'est la pulsion de possession, c'est la pulsion de la régression infantile au caprice de l'égocentrisme initial ou du narcissisme enfantin. La domination de la pulsion fait que la pensée se trouve en quelque sorte écrasée chez un certain nombre de nos élèves par la réalisation immédiate de la pulsion. Et vous avez des enfants, vous les avez dans vos classes, vous les connaissez, qui sont dans ce que les psychanalystes appellent le passage à l'acte permanent. Ça m'énerve, je me lève, je crie, je prends l'autre au collet, je le secoue, je fais des tas de trucs, je m'ennuie, je le dis et sans détour, ou j'ai un problème, je me lève, je fais n'importe quoi. Et ce passage à l'acte-là, nous avons du mal à le gérer. De même que nous avons du mal à gérer la diminution réelle, mesurable, des capacités d'attention de nos élèves. L'attention diminue, le temps d'attention diminue, et surtout les structures d'attention collective diminuent. Parce que l'attention n'est pas d'abord un phénomène individuel. L'attention est construite collectivement. C'est le collectif qui nous dit à quoi nous devons faire attention. Et c'est par le collectif que nous construisons notre attention individuelle. Or, vous voyez bien dans les classes que les élèves ne sont plus attentifs à ce que vous leur dites. Ils sont pris entre des phases de surattention. Qu'est-ce que c'est la surattention ? C'est le joystick, c'est le jeu vidéo. C'est le moment où vous êtes là, scotché à l'écran. Et plus rien n'existe autour de vous, le monde peut s'effondrer. Vous êtes avec votre joystick devant votre écran, là, et tout le reste a été aboli. On est dans la surattention. Et vous passez, vos élèves, ils passent de la surattention à la sous-attention, c'est-à-dire à une espèce d'inattention permanente, une espèce de flottement permanent, où ils attrapent un mot ici, une expression par là, ils agrègent tout ça, tout en faisant autre chose et en gérant simultanément une multitude de problèmes qui font que vous avez du mal, que vous vous transformez en locomotive, chut, 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 ou que vous pratiquez ce que moi-même j'ai pratiqué quand j'ai repris une classe de CM2 après avoir quitté l'IUFM de l'Académie de Lyon et que je me suis retrouvé à courir entre les tables, et j'avais appelé ça à l'époque la pédagogie du garçon de café, c'est-à-dire celui qui va d'une table à l'autre, incapable de construire une attention collective forte, quoi. Et cette dispersion, cette inattention généralisée, cette accélération permanente, cette gestion du temps comme s'il était à notre disposition grâce à une télécommande qui serait greffée à notre cerveau. J'avais écrit il y a quelques années un article sur la télécommande, j'avais appelé le phallus high-tech, évidemment en raison de sa forme, en raison surtout de sa fonction, parce que la télécommande vous permet de faire taire n'importe qui, n'importe quand, en quelques dixièmes de seconde, et de donner la parole, c'est-à-dire vous avez une toute-puissance sur le monde, bien sûr, grâce à la télécommande, qui fait que ça vous donne le sentiment que vous pouvez tout faire, que tout est entre vos mains. Alors nous avons des élèves qui sont pour une part dans cette situation-là. Alors je dis pour une part, parce qu'il y a une partie de nos élèves qui, eux, ont un environnement familial qui va compenser de cela. Ils vont avoir des enfants, des parents qui parlent avec eux, qui discutent régulièrement, qui leur lisent des histoires, qui reformulent, qui expliquent, qui font avec des recettes de cuisine, du bricolage, du jardinage, et qui apprennent avec eux un certain nombre de choses, que par exemple, c'est pas en criant sur les tomates qu'on les fait pousser plus vite, etc., etc., etc. Chose que tous les enfants ne savent pas spontanément d'ailleurs. Il
faut avoir vécu et appris, avoir découvert dans son histoire. Alors, parce que nous avons dans nos classes une partie de nos élèves qui sont dans ce que Bernard Stiegler appelle le mouvement de destruction systématique de l'appareil psychique juvénile, il n'y va pas de main morte, il parle de destruction systématique de l'appareil psychique juvénile à travers un certain nombre d'outils, je pense qu'il nous faut prendre la mesure et contre la pulsion, réhabiliter le désir et la pensée. Alors attendez-moi bien, la pulsion c'est pas interdit. D'ailleurs, vous avez tous des pulsions de meurtre. Les psychanalystes nous disent si nous n'avons pas des pulsions de meurtre, c'est que nous sommes anormaux. Nous devons tous avoir envie de tuer notre père, notre mère, notre sœur, notre tante, notre voisin, notre voisine, notre directeur, tout ce que vous voulez. Donc la pulsion de meurtre n'est pas interdite par la loi. On ne peut pas d'ailleurs interdire la pulsion de meurtre. Mais on peut interdire le meurtre. D'accord, jusque-là c'est relativement simple. Donc il faut qu'entre la pulsion de meurtre et le meurtre, il y ait quelque chose. Alors moi je ne sais pas quelle est votre obédience spirituelle, puis je suis un vrai laïc, donc vous pouvez appeler ça l'âme, la conscience, la pensée, la raison, l'intelligence, tout ce que vous voulez, le jugement. Moi j'appelle ça une boîte noire. Il faut que entre la pulsion et l'acte, on installe, et c'est ça notre travail, la pensée. On installe la pensée. Et c'est la raison pour laquelle les 3 verbes que je vous propose de garder à la suite de cette petite promenade pédagogique de fin d'après-midi, c'est sursoir, symboliser, coopérer. Sursoir d'abord. Sursoir, ça ne veut pas dire dire non, ça ne veut pas dire non plus dire oui. Nous sommes passés dans la psychologie de bazar qui nous envahit et les ouvrages de développement personnel qui envahissent les rayons des librairies, d'une pédagogie à la Dolto mal comprise qui disait qu'il ne fallait jamais dire non aux enfants, à une pédagogie à la Naouri qui nous dit qu'il faut toujours dire non aux enfants. Dans les 2 cas, ça ne produit rien. Dire toujours oui aux enfants, c'est les laisser dans le caprice. Dire toujours non aux enfants, c'est leur permettre d'aller faire leur caprice derrière notre dos. Donc ça ne change pas fondamentalement le résultat. Ce que nous apprennent les pédagogues, et en particulier un que je cite souvent, que j'aime beaucoup, et qui est Kortchak, c'est que l'attitude éducative, c'est dire ni oui ni non. C'est dire non, pas tout de suite. Ce qui n'a rien à voir avec oui, qui n'a rien à voir avec non, qui dit non, pas tout de suite. Non, on y réfléchit. Non, on y pense. Non, on en discute ensemble. Non, tu vas prendre du temps. Un peu de silence, un peu d'écriture, un peu de réflexion, un peu de nourriture à travers des textes, à travers des livres. Non, tu vas te nourrir de quelque chose que je vais t'apporter pour pouvoir précisément réfléchir à ce que tu dois faire et décider de ce que tu feras, non pas sous le coup de la pulsion, mais en ayant forgé ton désir et ta volonté. Le sursis est compliqué. Il est compliqué parce qu'en classe, nous fuyons le silence, on a peur du silence. Alors on parle tout le temps, on remplit le temps. Parce qu'on réagit tout de suite, nous aussi, trop vite. Et parce que face à des élèves qui sont dans la pulsion, nous avons tendance à être nous-mêmes, pulsion contre pulsion. Alors que notre travail, c'est justement de construire des dispositifs qui permettent de sursoir à la... Kortchak avait des idées fabuleuses là-dessus, quand il dit à ses gamins, ils se bagarraient tout le temps dans l'orphelinat de Varsovie en 1915, là, je ne peux pas vous interdire de vous battre parce que ça ne sert à rien, mais enfin, je vais édicter une règle. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde peut taper sur n'importe qui, n'importe quand, comme il veut et autant de fois qu'il veut, mais à une condition, c'est de l'avoir prévenu par écrit 24 heures à l'avance. Ce qui évidemment peut apparaître anecdotique, mais ce qui est extrêmement exigeant. Ça veut dire donner une chance à la pensée, au dialogue, à l'intelligence. Et pendant ce temps-là, les 24 heures, on ne fait pas qu'attendre, on nourrit. C'est-à-dire qu'on apporte de quoi réfléchir. N'oubliez jamais que dans la première édition du Littré, qui date, je crois, si mes souvenirs sont bons, de 1623, à côté de éducation, vous avez mot nouveau qui vient d'apparaître, se dit pour nourrissage. Il y a dans l'éducation ce non pas tout de suite, mais non pas tout de suite, et je ne vais pas te laisser te débrouiller tout seul pendant ce temps. Je vais t'aider à penser et à réfléchir. Je vais t'apporter de la nourriture. Et la culture est là pour précisément apporter cette nourriture. Sursoir, symboliser.
évidemment symbolisé. Symbolisme, il apparaît très tôt, Piaget, vous connaissez tous, la balle qui part sous le canapé, là, et puis que l'enfant pense qu'elle n'existe plus parce qu'il ne la voit plus. Il n'a pas construit ce que Piaget appelle la permanence de l'objet, c'est-à-dire il pense que quand il ne voit pas quelque chose ou quelqu'un, ce quelque chose ou ce quelqu'un n'existe plus. D'ailleurs, c'est un bon critère pour savoir si vous avez vraiment beaucoup d'amis. Vous vous dites combien d'entre eux ont construit avec vous la permanence de l'objet. Vous allez voir, c'est assez discriminant. C'est assez discriminant. Et progressivement, l'enfant, il va comprendre que quand il ne voit plus la balle, elle continue à exister et qu'il peut se la représenter dans sa tête. C'est quelque chose de fondamental, ça. Je peux la représenter et je peux même la manipuler dans ma tête. Je peux la voir. Et je peux même anticiper ce que je vais en faire. Demain, je vais lui faire un tour de ceci. Demain, je vais la jeter là. Alors, vous vous rendez compte ce que ça représente, la possibilité de faire dans sa tête des choses? C'est absolument fabuleux. C'est l'entrée, la première entrée dans le symbolique qui va se poursuivre, bien sûr, par l'entrée dans le langage articulé, par l'entrée dans le langage élaboré, et qui va se poursuivre ensuite par l'entrée dans la culture, dans le récit des contes et légendes qu'on va lui raconter, mais le récit scientifique aussi, des découvertes qui ont permis l'émancipation des hommes, le récit sous toutes ses formes, qui est ce qui permet précisément de donner forme à l'esprit. Il y a un très beau titre de Jérôme Brunner qui dit « La culture donne forme à l'esprit grâce aux récits que nous leur racontons en sciences ou en littérature. Nos élèves voient progressivement leur chaos psychique prendre forme et de ce chaos psychique émergent parfois des volontés et des personnalités que nous ne savons pas, que nous ne pouvons pas évidemment anticiper, mais que nous contribuons à permettre d'émerger par notre travail sur le symbolique. Surseoir, symboliser, c'est très important. Le symbolisme, c'est le contraire c'est le contraire du tout voir, de l'obscénité. Quand tout est vu, il n'y a plus rien à penser. Pour penser, il faut qu'une partie soit cachée. C'est pour ça que la télé-réalité est un des paradigmes de l'obscénité. Parce que tout y est vu, il y a une vraie différence entre Koh-Lanta et le no japonais. Enfin, dans le no japonais, vous bougez un doigt comme ça et ça signifie l'orage. Et normalement, tout le monde voit dans sa tête les toits des maisons emportés par l'orage, alors que vous n'avez bougé qu'un petit doigt ou que vous n'avez fait qu'un petit bruit avec une baguette sur une cymbale, parce qu'on est dans l'économie des effets. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, et nos élèves ne sont pas dans l'économie des effets, ils sont dans la surenchère des effets au détriment de la pensée. Et ils sont scotchés par cette surenchère des effets, ce qui bien évidemment leur interdit, entre guillemets, de penser. Alors j'ai dit surseoir, symboliser, coopérer, et ça me paraît aujourd'hui absolument fondamental, en particulier contre cette individualisation individualiste que j'ai évoquée tout à l'heure. Coopérer, c'est être capable d'apprendre de l'autre, mais pas d'apprendre de l'autre n'importe quoi, n'importe comment, c'est d'apprendre de l'autre par l'exigence qu'il incarne à mon égard et que j'incarne à son égard. La coopération, ça n'est pas la division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Division du travail qui se pratique habituellement dans les classes. Vous mettez 5 élèves à faire un panneau sur un pays d'Afrique ou un insecte, et il y a un concepteur, un exécutant, un chômeur et un gêneur. Voilà. Ça, c'est pas la coopération. Si vous voulez qu'il y ait de la coopération, il faut que vous travaillez avec eux sur la répartition des tâches, sur la rotation des rôles, sur la place que chacun occupe dans le groupe, sur le type d'interrogation qu'il apporte à l'égard de l'autre, etc. Et tout ça est très exigeant. Parce que la vraie coopération, elle est dans l'exigence réciproque que les hommes ont, les humains ont les uns par rapport aux autres, et elle est dans l'articulation sans cesse à refonder de la responsabilité et de l'autorité. Responsabilité qui fonde l'autorité légitime. Un enfant de 3 ans peut avoir autorité sur le bocal à poisson rouge. S'il est responsable du bocal à poisson rouge, il peut dire à ses copains, à ses copines, je t'interdis de mettre des saletés dans le bocal à poisson rouge. Et il a la légitimité et l'autorité pour le faire, parce qu'il le fait non pas parce qu'il est plus fort, il le fait parce qu'il est responsable d'eux, et que sa responsabilité lui confère une autorité sûre. Et qu'est-ce qu'une démocratie? Qu'est-ce qu'un monde non théocratique, non fondé sur les rapports de force ou sur des puissances surnaturelles? C'est un monde dans lequel
les seules autorités qui s'expriment sont fondées sur les responsabilités que l'on a et que l'on assume au service du collectif. Nous n'avons d'autorité qu'en tant que, pas en tant que monsieur machin, en tant que responsable d'eux. C'est la seule véritable autorité qui permet de coopérer, et c'est celle que nous devons apprendre à nos élèves, parce que c'est celle qui permet d'espérer de faire d'eux des citoyens, et de véritables citoyens au quotidien. Alors je vais m'arrêter là dans ce propos qui est déjà beaucoup trop long, pour vous dire que j'ai probablement tenté de vous dire trop de choses en trop peu de temps, et que comme toujours, ça se télescope un peu, mais en même temps, je voulais maintenir ce double mouvement, ce mouvement critique d'un côté et ce mouvement constructif et positif de l'autre. Parce que je crois que nous avons besoin de ce double mouvement et que nous ne pouvons pas probablement nous passer de lieux communs. Peut-être que les trois que je viens d'énoncer sur soir, symboliser, coopérer, sont des lieux communs acceptables aujourd'hui. Peut-être demain, faudra-t-il les critiquer et les réexaminer, comme je l'ai fait pour la notion de compétence. Mais nous sommes dans ce métier parce que, fondamentalement, nous sommes mus par le désir de comprendre, de faire partager notre plaisir de comprendre, et que nous sommes même capables de transformer, et ça c'est le nec plus ultra du métier, les difficultés que nos élèves ont à comprendre en bonheur de chercher des solutions pour leur permettre de comprendre. Quand on est là, quand on est à ce cœur-là, à ce noyau-là, on est vraiment dans le noyau mythologique du métier. On est vraiment dans ce foyer fondateur. Les difficultés même de mes élèves sont un vrai bonheur. Ça me permet d'inventer de nouvelles solutions. Voilà. Merci. On va passer à quelques minutes de débat autour de ces questions.